Bonsoir à tous et à toutes. Cet événement communication scientifique pour le grand public de Bistro Brain, dernier événement de 2023, mais aussi, si je calcule bien, 98e avis événement Bistro Brain. Fait que merci d'être là. Donc, je me présente, Alexis Thibault, directeur de Bistro Brain et votre charmant animateur pour la soirée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, peut-être on pourrait faire un test là, à main levée ici. Qui n'est jamais venu à un événement Bistro Brain? Ça ressemble pas mal aux statistiques qu'on a, c'est-à-dire à peu près la moitié des gens qui sont tellement mordus ils reviennent à chaque fois, puis d'autres personnes qui ne manquaient qu'à être initiées à la belle expérience qu'on peut vous offrir. Et cette expérience, ben, c'est quoi dans le fond? Bistro Brain, nous, notre mission, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. Et pour ce faire, on fait des événements réguliers, thématiques, mensuels et gratuits, comme vous avez pu en remarquer. Donc, on donne également des formations, comme vous avez pu voir, et on produit un podcast, La Tête à Papineau. Qu'est-ce que c'est une soirée Bistro Brain? Habituellement, c'est 4 présentations de 12 minutes. Cette fois-ci, on a tellement d'engouement, d'enthousiasme. On est vraiment content de faire ça en collaboration avec le cours EFD 908 du Centre Compétences Recherche Plus. Il y a 11 personnes qui vont présenter ce soir. Donc, vous comprendrez qu'on doit raccourcir un peu. Et c'est pour ça que les présentations vont durer, au lieu de 12 minutes, 5 minutes, et que les questions vont être recoupées à une seule question. Cela dit, on vous encourage, on est dans un bar, c'est informel, à poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin des événements à vos présentateurs, présentatrices préférés. Et je vous invite à rester attentive et attentif, puisqu'on finit toujours notre soirée avec un charmant quiz, une question par présentation qui a eu lieu. Et ce soir, on a des excellents prix de partenaires locaux. On a une BD d'un auteur très inconnu ici, d'Olivier Robin. On a une carte cadeau à la librairie Appalache de 25 $ et 2 entrées au Musée de la nature des sciences de Sherbrooke. Et pour ça, ben, on remercie nos commanditaires, notamment le Musée de la nature des sciences de Sherbrooke, mais aussi la librairie Appalache. Et pour ceux qui ont eu une consommation gratuite en entrée, on dit merci à nos multiples commanditaires qui sont le Remdus, la JEG, la FERS, le SAREUS, le vice-rectorat à la recherche sur des études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Merci, en effet. Donc, je donne maintenant la parole à notre collaborateur par l'entremise d'Olivier Robin, qui va nous parler, nous vendre un peu le cours et tout le processus par lequel les étudiants sont passés. Donc, on t'invite, Olivier Robin, à venir sur scène. On peut l'applaudir aussi, là, il a l'air un peu gênant. Merci Alexis. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? J'ai 3 minutes. Vous me donnez du temps, l'erreur numéro 1. Ça, c'est vraiment une erreur. Je m'appelle Olivier Robin, je suis professeur adjoint en génie mécanique depuis maintenant 2 ans et 4 mois. Ça fait 20 ans que je fais de l'acoustique et de la vibration. Et comme j'aime bien beaucoup le dire, c'est que le problème en acoustique, c'est que le son ne se voit pas. Et donc ça fait 20 ans que j'essaye de trouver des manières d'expliquer aux gens qu'est-ce que je fais. Et donc je fais beaucoup de recherches, ça c'est formidable, mais je me heurte toujours depuis des années au fait de devoir expliquer ma science aux gens. Ça m'a amené à m'intéresser à la communication scientifique, à en faire de plus en plus. Je fais également de la BD, comme tu l'as dit. J'essaie de faire plein d'autres choses dans ma vie que juste de la science, parce que je crois que la vie n'est pas faite que de science. Au contraire, elle est multiple. Faut aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Et de fil en aiguille, je me suis dit, il manque peut-être une formation. Il manque peut-être une formation pour les étudiantes, les étudiants, à ce qu'ils ou elles soient préparés à parler non pas à des pairs, à des gens qui sont très spécialistes de leur domaine, mais être capables d'expliquer à n'importe qui qu'est-ce qu'ils ou elles font dans leur recherche. Dit d'une autre manière, je pense que je suis absolument contre l'expression « je fais un doctorat, mais mes parents, ils ne comprennent pas qu'est-ce que je fais ». Moi, j'ai envie de dire « Non, c'est pas normal, tu devrais être capable d'expliquer à tes parents, à tes proches, qu'est-ce que tu fais ». C'est totalement fondamental et ça fait partie des formations des chercheurs, des chercheuses de demain. Donc, j'ai rencontré Sophie par l'intermédiaire d'un congrès à ACFAS, et dis-moi quand on est rendu à 3 minutes. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant, tu connais très bien ça, Sophie Malavoie, qui est juste ici, elle présentera elle-même à la fin.
Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire un cours pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une présentation pour le grand public. Donc ce que vous allez entendre ce soir, c'est le résultat je pourrais appeler ça, tu m'excuses Sophie, vous me direz si vous êtes d'accord, les étudiantes et étudiants, mais le résultat du reformatage qu'on a essayé de faire en une session, c'est-à-dire de leur dire, attends, tu ne présentes pas à tes pairs, tu ne présentes pas en congrès, tu présentes à n'importe qui. Donc il faut faire un effort considérable, soyons honnêtes, pour le faire. Donc les gens qui vont présenter ce soir ont fait un effort notable, considérable, pour transformer leurs recherches qu'ils font tous les jours en quelque chose de compact, compréhensible. Et donc c'est ça que vous allez voir ce soir. Et juste pour dire, c'est ce soir que les personnes qui suivent le cours, majoritairement, auront la mention réussite ou échec au cours. Ça, c'est pour vous mettre un petit peu la pression. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye, en tout cas avec Sophie, et j'arrêterai là, je pense que c'est bien que des cours soient concrets et qu'à la fin, tu réussis un cours quand tu as donné le livrable. Voilà. Et tu le fais sur scène. Et je remercie encore Bistro Brain de nous accompagner dans cette aventure. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Robin, pour ce mot improvisé et bien senti. C'est tout dans la spontanéité et l'authenticité qu'on cherche avec la vulgarisation. Et j'en profite pour souligner que c'est déjà la 3e édition de cette collaboration pour l'événement en communication scientifique pour le grand public et qu'on mise beaucoup là-dessus à Bistro Brain, les collaborations. Donc, vraiment faire un processus d'accompagnement puis de donner la chance aux gens à s'initier à l'art de la vulgarisation. Donc, là-dessus, on va commencer avec nos 11 présentations. Cette fois-ci, on passe la parole à Nancy Allard, qui fait un stage postdoctoral sous la direction de Sébastien Rodrigue, avec qui elle a gagné le prix de la découverte scientifique du magazine Québec Science en 2022. Et pour ceux qui étaient, on avait aussi reçu Sébastien Rodrigue aux présentations des grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke l'an dernier. Donc, Nancy, aujourd'hui, elle nous explique comment les probiotiques peuvent venir à la rescousse de l'augmentation phénoménale de choléra. On l'accueille bien amicalement. Donc, bonjour à tous. Saviez-vous que d'ici 2050, on prédit qu'il va y avoir plus de morts causées par des infections que par le cancer? Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ce qui fait qu'une infection urinaire, qui aujourd'hui, on peut traiter ça facilement en quelques jours avec des antibiotiques, éventuellement, ça va devenir mortel. Donc, c'est vraiment urgent de trouver des alternatives à l'utilisation des antibiotiques. Et dans mon laboratoire, on s'est dit, pourquoi pas utiliser des probiotiques modifiés? Donc d'abord, qu'est-ce qu'un probiotique? C'est une bactérie qui, de façon naturelle, va conférer des bienfaits pour la santé humaine. Et dans notre laboratoire, en fait, on voit les bactéries un peu comme des machines. Donc vous pouvez vous voir un peu comme un cellulaire, en fait. Donc l'ADN, ça correspond un peu au code source. Et les circuits de gènes pourraient correspondre à des applications qu'on pourrait ajouter à notre cellulaire pour donner justement de nouvelles applications. Donc, dans notre cas, on a ajouté une application Messenger pour permettre aux bactéries de communiquer avec d'autres bactéries. Et la façon que notre traitement pourrait fonctionner, par exemple, si on regarde plus spécifiquement dans l'intestin de l'être humain, en gris, on va avoir plein de bactéries qui sont retrouvées de façon naturelle et parfois, il peut y arriver qu'il y ait des bactéries qui vont causer des infections, ici en rouge, et qui seraient résistantes aux antibiotiques. Donc, on pourrait penser à donner une ou plusieurs doses de notre bactérie probiotique qui va agir un petit peu comme un policier qui va aller contrôler les populations bactériennes et qui va permettre de transférer de l'ADN vers ces bactéries-là. Donc, ici, le fameux message texte. Et par contre, ça va être un peu un piège, parce qu'une fois que la bactérie va recevoir et ouvrir le message, elle va devenir automatiquement obligée de produire la protéine CRISPR, qui est ce fameux ciseau moléculaire. Et en fait, on appelle ça un ciseau moléculaire parce que la protéine CRISPR va rechercher dans l'ADN une séquence très spécifique. Dans notre cas, c'est un gène de résistance aux antibiotiques. Et quand elle retrouve la séquence, elle va aller couper de façon double brin. Et les bactéries sont vraiment très mauvaises pour réparer ce genre de cassure-là dans l'ADN. Donc, ça va éventuellement mener à la mort des bactéries.
Et notre probiotique qui est aussi conçu pour disparaître éventuellement rapidement de l'environnement. Donc, on va pouvoir traiter les humains comme ça. Donc, théoriquement, ça semble très beau tout ça, mais en pratique, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, oui, parce que dans notre laboratoire, on a mis quelques années quand même à mettre au point cette technique-là, mais on a réussi à traiter une infection similaire à E. coli chez la souris qui donne des diarrhées. Donc, on a réussi à traiter cette infection-là chez la souris. Donc là, la prochaine étape, ça serait quelle autre maladie pourrait-on vouloir traiter chez l'humain? Eh bien, une d'entre elles, ça serait le choléra. Parce que malgré ce que vous pouvez peut-être penser, le choléra, c'est encore une maladie d'actualité. En 2022, on a répertorié 2 fois plus de cas qu'en 2021. Et ça peut toucher jusqu'à 4 millions de personnes chaque année, partout à travers le monde, et causer plus de 143 000 décès. Donc, un petit problème qu'on a par contre en ce moment, c'est que notre bactérie, elle n'a pas de compte Facebook. Donc, on ne peut pas communiquer avec elle avec l'application Messenger. Il va donc falloir trouver une autre application qui va permettre de communiquer avec cette bactérie-là en particulier. Et en fait, le choléra, c'est quoi? Ça cause des vomissements et des diarrhées, et ça peut causer la mort par déshydratation dans les cas les plus extrêmes. Et ces symptômes-là sont causés par des toxines qui sont produites par cette bactérie. Donc, on pourrait penser à ajouter une application qui permettrait de faire des anticorps contre ces toxines-là, ce qui permettrait de diminuer les symptômes de la maladie. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de ma présentation? C'est qu'un jour, j'aimerais qu'on puisse traiter les infections bactériennes, non pas par des antibiotiques, mais par des probiotiques modifiés. Merci. On est encore au tout début du projet. OK, la question, en fait, c'est où on en est rendu pour traiter le choléra. Donc, on est vraiment au balbutiement de la recherche avec Vibrio. Je suis vraiment en train de trouver, justement, quelle application utiliser pour être capable de transmettre de l'ADN vers cette bactérie-là. Donc, c'est le tout début, mais j'ai bon espoir que ça puisse fonctionner éventuellement. Merci. Donc, vous voyez un peu le rythme, hein? Ça va vraiment. On se rappelle quand même qu'on en a 10 à venir encore. Puis, je suis bien content d'introduire la prochaine personne parce que c'est moi qui ai fait son accompagnement. Fait que je sais vraiment qu'elle va avoir une présentation. Ça va être la meilleure ce soir. Donc, il s'agit de Charlotte Blasi, qui est étudiante au doctorat de chimie d'environnement. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire son accompagnement et à entendre ses petits jeux de mots. Donc, je vous invite à écouter sa présentation qui va nous parler de bière, de budget et des mousses boréales. Salut. Est-ce que ça a commencé là, les 5 minutes? Ok, bah salut. Alors, je sais qu'on est dans un bar ce soir, donc on s'attend tous à ce que je parle de la mousse boréale. Mais je suis pas vraiment sponsor, alors on va parler plutôt de la mousse, la plante qui se trouve en forêt boréale. Alors déjà, la forêt boréale, c'est où? Alors la forêt boréale, c'est au nord de la planète. Et pour un peu vous repérer au Québec, mais en fait, à partir du lac Saint-Jean, c'est de la forêt boréale. Et puis, je sais pas si vous êtes déjà allé camper au lac Saint-Jean. Je vous conseille, en tout cas. Et le sol dans la forêt boréale, il est couvert de mousse. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir, des mousses.
Et donc les mousses, elles sont comme nous, elles ont besoin d'argent, tout simplement, pour aller chercher de la bouffe. Sauf que la bouffe, c'est quoi pour la mousse? C'est du carbone. Et leur argent, c'est quoi? C'est de l'azote. Alors c'est pour ça que vous allez voir dans ma présentation des petits bifetons, enfin des petits billets avec un petit signe N, parce qu'en fait le symbole de l'azote, c'est le N, histoire de faire simple. Mais l'argent de la mousse, il vient d'où finalement? Et ben un petit peu dans cette période un peu compliquée, je pense pour nous tous, c'est-à-dire cette période géniale de l'inflation, finalement on est tous un petit peu avec un petit budget où on ne sait pas vraiment où aller piocher notre argent pour aller dépenser, pour nous acheter tout simplement de la bouffe. Et ben moi c'est pareil avec la mousse finalement, où je vais vous parler de son budget un petit peu serré. Alors le premier revenu de la mousse, c'est tout simplement la pluie. Parce qu'en fait, dans l'air, il y a des particules d'azote. Et donc, littéralement, la pluie, elle va prendre ces particules et boum, elle va tomber sur l'azote. Elle va tomber sur la mousse. Donc, finalement, la mousse, elle est hyper contente. Elle est là, genre, machallah, j'ai de l'azote qui me tombe sur la tronche pour aller m'acheter un petit burger de carbone. Ensuite, comme deuxième source, en fait, la mousse, elle a une petite banque personnelle où tout simplement, des fois, elle va chez le recyclage et puis elle va prendre dans ses économies de l'azote pour aller s'acheter des petits sushis de carbone. Parce qu'en fait, la mousse est aussi un petit peu composée d'azote, donc des fois, elle va un petit peu piocher dans ses économies. Ensuite, la mousse, ça reste une plante. Donc, les plantes, c'est sur quoi? C'est sur du sol. Et littéralement, le sol, c'est un petit peu composé d'azote. Donc, littéralement, la mousse, elle est allongée sur un petit pactole d'azote. Tout simplement, elle a juste à se baisser, puis à prendre son argent pour aller s'acheter des petits beignets de carbone. Ensuite, elle a un truc hyper sympa, la mousse, c'est qu'elle a des petits potes sur elle qui sont des bactéries, qui en fait, ces bactéries, elles vont aller miner de l'azote et se mettre un petit pactole d'azote sur le côté. Sauf que la mousse, elle est sympa, mais elle est là, genre, hop, 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 les bactéries, je vous apporte l'habitat là. Est-ce que je vous prendrais pas une petite taxe sur votre petit pactole d'azote? Donc moi, en fait, dans mon doctorat, ma job, c'est un peu une job de comptable, tout simplement pour savoir de combien de pourcentage elle prend de ces différentes sources d'azote. Donc finalement, mieux comprendre comment ma mousse elle gère son budget d'azote, mieux ça va me permettre de comprendre comment ma forêt va gérer son azote. Parce que la mousse est quand même un compartiment important pour la forêt parce que c'est 70 à 100% du sol forestier. Mais pourquoi la forêt boréale? Tout simplement, la forêt boréale, c'est 30% des forêts de la planète. Et puis en plus, elle a un truc, c'est qu'elle absorbe énormément de carbone de l'atmosphère, donc de l'air. C'est un peu genre Jabba the Hutt du carbone, quoi, parce que c'est quand même 50% du carbone forestier, finalement, la forêt boréale. Et puis en plus, mieux comprendre comment ma forêt elle fonctionne, ça va me permettre de tout simplement faire des meilleures prédictions, par exemple pour savoir les impacts du changement climatique ou alors des activités humaines. Alors finalement la mousse, comme ce soir, est-ce qu'on la boit, mais est-ce qu'on la comprendrait pas un petit peu? Donc, ou sinon on fait comme moi en doctorat et on fait juste simplement les deux. Alors, un gros merci pour mes équipements sur le terrain. Dieu bénisse la moustiquaire l'été. Et aussi, un gros big up à mes stagiaires pour avoir servi d'appât, mais aussi des petites mains dans le laboratoire et sur le terrain. Merci. Petite question. Ah là là, incroyable. En fait, l'azote, ça... Ah oh, pardon. Alors la question, c'est...
Euh, ça permet aussi de savoir combien elle absorbe de CO2, c'est ça? De savoir, oui, parce qu'en fait, l'azote, ça va être un élément essentiel pour faire, par exemple, l'ADN. Pour le N, un petit peu pour vous souvenir, le N, c'est l'azote, finalement. Pour faire son ADN, pour faire sa biomasse, pour grandir, tout simplement. Et aussi pour aller choper du CO2, puisqu'on a besoin d'azote pour faire les protéines, pour faire... plein de molécules pour aller chercher le CO2 pour faire sa photosynthèse en fait. Je sais pas si c'est clair. Let's go. Parfait. Bon, écoute, si t'es aussi bonne dans tes présentations qu'au karaoké, on a hâte de voir ça dans une autre occasion. D'ailleurs, l'équipe de Bistro Brain s'en va au karaoké ce samedi. Vous êtes les bienvenus. Il y a quelqu'un qui est hype. Tu vas chanter quoi, Laurie? Dancing Queen. Ah oui, bon choix. Déjà, troisième présentation avec quelqu'un qui s'appelle Paul Camus, étudiant en doctorat en génie chimique, et il va nous expliquer ce qu'est la catalyse chimique, pourquoi elle est importante et quel est le rôle là-dedans des nanoparticules. Merci de l'accueillir. Bien, acclamez ça. Tout est bon? Bonsoir. Donc moi je vais un peu vous emmener dans une autre dimension, les nanoparticules, mais essentiellement pour la catalyse. Mais d'abord, on va peut-être parler de relations humaines. Donc tout d'abord, je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé ou arrivé à quelqu'un proche de vous, ou ça vous arrivera. Mais vous étiez à une soirée, et en fait il y a quelqu'un qui vous a intéressé, mais dès que vous êtes allé lui parler, il n'y a pas eu cette interaction, ce petit fil qui permet de vous lier. Mais là, vous avez votre ami qui est un peu, lui, qui a cette facilité-là, vous, justement, à connecter des personnes, un wingman. Et là, il voit votre situation. Et il se dit, bon, je vais peut-être aller l'aider. J'ai une idée. Allons lui parler, lui exposer mon plan. Et là, il vient avec vous, il va interagir, justement, avec cette personne. Et là, justement, ça crée ce lien, ce petit fil entre vous deux. Et justement, dès qu'il voit que la connexion est faite, lui, il s'en va. Et il a fait son travail. Et ça vous permet de repartir ensemble. Donc là, tout est bien. Mais pourquoi je parle de relations humaines alors que je dois parler de chimie? Parce que la catalyse, c'est un peu la même chose. En fait, on a des molécules, des fois, A et B, nos deux personnages, qui n'arrivent pas à interagir entre elles dans certains environnements. Donc on aura besoin d'un wingman, notre catalyseur. Donc lui, à certaines conditions, de température, de pression, justement, ces deux molécules-là, sur la surface de ce wingman, vont pouvoir interagir et repartir ensemble. Une nouvelle molécule, un couple. Tout ça se produit à la surface. Donc là, je vous ai parlé de catalyse, de relations humaines, mais toujours pas de nanoparticules. Allons-y. Nous sommes à la Terre ce que les nanoparticules sont aux fourmis. On est minuscules vis-à-vis de la Terre, les nanoparticules sont encore plus petites que nous. On ne les voit pas à l'œil nu. Donc là maintenant, je vais vous poser une petite question. Levez le bras si vous pensez que c'est vrai. J'ai cette fiole, et dans cette fiole, il y a à peu près 500 mg de nanoparticules, une centaine de nanomètres chacune, de diamètre. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de surface dans cette fiole ou sur une aréna de hockey? Levez la main si vous êtes d'accord. C'est assez partagé, même si vous ne pensez pas. En réalité, il y a nettement plus de surface là-dessus qu'une aréna. Il y a 30% de surface en plus. Donc en fait, c'est comme si on prenait un cube, qu'on le divisait en plein de petites particules, mais on peut avoir ces ratios-là de taille. C'est gigantesque. Donc je disais que tout se passait en surface. Donc, d'où les nanoparticules. On a plus de surface. 90% des produits manufacturiers, ça peut être vos verres, vos vêtements, certains produits de nourriture, cette télécommande, ont été en contact lors de leur fabrication avec des catalyseurs. D'où l'importance de faire de la catalyse chimique. Mais il faut l'améliorer, parce que c'est tellement un gros produit de marché, et c'est important pour notre quotidien, que comment on va l'optimiser? On doit augmenter la surface, vu que toutes les réactions se produisent en surface.
En augmentant la surface, on peut peut-être aussi arriver à diminuer la quantité de matière, qui nous fera aussi gagner un peu de façon monétaire, on dépensera moins. On va augmenter son efficacité et augmenter sa durée de vie. Pour ce faire, les nanoparticules sont extrêmement intéressantes. Elles sont plus petites, on a plus de place. Et il faut les utiliser maintenant, il faut faire de la catalyse. De nos jours, on utilise des énormes réacteurs. Ça, celui-là, il n'est pas si gros que ça. Il y a des réacteurs, ils font la taille d'immeubles de 3 étages, et encore plus gros. Donc là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre nos nanoparticules dans ces réacteurs-là. On aurait trop de problèmes de pression. Ça va monter beaucoup trop haut. Ça peut être avantageux pour certaines réactions, pas pour d'autres. Et c'est là où, à l'université de Sherbrooke, on développe des réacteurs qui peuvent être suffisants pour les nanoparticules. Donc ils tiennent dans une main, ils peuvent faire presque l'équivalent de ces gros réacteurs. On peut les multiplier aussi, atteindre les mêmes régimes. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut utiliser le petit pour faire de grandes choses. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, tu as fait un lien entre augmenter la surface puis augmenter la durée de vie, puis ça, je ne l'ai pas compris, parce que, admettons, moi, je prends de la glace pour refroidir quelque chose, pour que ça refroidisse plus vite, je vais la concasser, elle ne va pas durer plus longtemps. Alors, ça va être des phénomènes plus... ok. La question, c'est le rapport entre les tailles et justement la durée de vie. Ouais. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Pour de la glace, ça va être justement des transferts de chaleur. En fait, on va chauffer, on va échanger de la chaleur. Ouais, c'est une analogie incomplète, là, mais... C'est ça. Mais ce qui se passe pour les nanoparticules, c'est on peut arriver à les fixer et éviter qu'elles s'agglomèrent. Mais oui, elles vont avoir tendance à vouloir augmenter leur taille. Okay. Donc, par contre, elles vont grossir et être moins efficaces. Donc, il y a des moyens aussi pour les stabiliser, pour les bloquer. C'est bon, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Juste un rappel, dans le fond, si vous posez des questions en arrière, vous n'avez pas besoin de les répéter en avant. C'est vraiment juste pour l'enregistrement qu'on en a besoin. On continue avec une autre splendide présentation. Cette fois-ci, notre prochaine présentatrice s'appelle William Elker. Elle est étudiante au doctorat en génie chimique et elle va nous aider à trouver ce qu'ont en commun les pièges à fourmis et les cellules cancéreuses du cerveau. Merci de l'accueillir chaleureusement. Oui. Je fais une présentation. Ah, ok, c'est bon. Moi, c'est juste un objet. Tu peux le déplacer dans la zone. Ok, identique. mais c'est juste que. Est-ce que ça peut pas aller plus loin? Là? Je suis trop petite de taille, donc. Ah, tu veux les montrer? Ouais. Ah, ouais. Merci beaucoup. OK. Donc, bonjour tout le monde. Donc, j'avais l'intention de faire ma présentation toute seule aujourd'hui, sauf que mon ami Mickey a insisté de venir. Donc, salut tout le monde! Donc, tu vas me laisser parler, hein? OK. En fait, depuis longtemps, on sait que les fourmis, ils savent choisir le chemin le plus court pour accéder à leur source de nourriture. On est bien quand elles sont dehors, là. Mais quand on les voit s'infiltrer dans les coins des placards de notre cuisine, on n'aime pas trop ça. Du coup, on court vite à Canadian Tire pour acheter un piège à fourmis. Et on sait tous comment ce piège à fourmis il fonctionne. Non, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais t'expliquer. Donc, les pièges à fourmis, ils contiennent des sucres et des protéines qui vont attirer les fourmis et il contient aussi des toxines qui vont les tuer. Oh! Tu vas tuer des fourmis? Absolument pas. Je suis gentille, moi. Je me suis juste inspirée là, de cette idée-là pour vous expliquer comment on veut traiter le cancer du cerveau. Eh bien, comme tout autre cancer, le traitement du cancer du cerveau se limite à une chirurgie pour enlever la tumeur, suivie par une radiothérapie et une chimiothérapie. Mais pourquoi tu veux utiliser ça après l'ablation de la tumeur?
Eh bien, en fait, la réponse, elle est simple. C'est pour éviter des métastases. Car, comme les fourmis, elles s'échappent de leur nid pour aller migrer dans d'autres régions chercher de la nourriture, les cellules cancéreuses, elles s'échappent de la tumeur et elles vont migrer dans d'autres régions de notre cerveau en induisant la réapparition de la tumeur après une certaine période. Donc, ce qu'on propose, c'est un piège à cellules cancéreuses. Donc, qui va contenir une molécule qui est irrésistible pour les cellules cancéreuses. Cette molécule, une fois libérée du piège, elle va faire appel aux cellules qui ont migré en dehors de la tumeur, par conséquence, inverser leur sens de migration dans le piège afin qu'on puisse les éliminer par radiothérapie ciblée. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par radiothérapie ciblée? Ah, ben, tu peux imaginer ton piège qui contient des cellules là, dans le cerveau. Tu vas prendre un laser tag et tu vas tirer sur ton piège, ce qui va permettre de non irradier tout le cerveau et en préservant le tissu cérébral sain. Donc, à cette étape, je parie que vous vous demandez tous, qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Eh bien, moi, je cherche à optimiser le piège à cellules cancéreuses pour avoir les doses nécessaires de la molécule pour attirer les cellules cancéreuses, tout en prenant en considération un facteur crucial qui affecte la migration des cellules cancéreuses et qui a été souvent négligé. C'est le liquide interstitiel cérébral. Attends, ça vient quoi faire le liquide interstitiel dans tout ça? Tu peux imaginer le liquide interstitiel cérébral comme un courant d'air qui va venir dévier le sens de migration des fourmis et qui va les emmener dans d'autres régions de notre cuisine. Donc, pour optimiser le piège à cellules cancéreuses avant toute implantation chez l'animal ou chez l'humain, j'ai développé un modèle d'étude 3D qui prend en considération l'effet de ce liquide interstitiel cérébral qui pourrait affecter la migration des cellules. Donc, dans d'autres mots, je cherche à déterminer les doses nécessaires pour attirer les cellules cancéreuses, même en présence de courants d'air ou d'autres circonstances qui peuvent affecter leur chemin emprunté. Donc, avant de finir, je veux juste apprendre votre attention pour montrer comment des fois des solutions très simples peuvent mener à des avancées médicales révolutionnaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et merci. Pour Mickey, peut-être? Comme l'ossement? En fait, non, c'est un gradient de la molécule qu'on va utiliser pour attirer les cellules cancéreuses. Donc, les cellules cancéreuses, ils sont connus par suivre là où il y a la molécule dans le gradient le plus concentré. Là. Donc, là où on a plus de molécules, les cellules, elles vont la suivre. Donc, c'est plutôt pas d'osmose, c'est plutôt par gradient de concentration de la molécule. De rien? Oui. Oui, tu as parlé que tu fais tes recherches sur l'effet du liquide interstitiel pour améliorer, dans le fond, ton piège. Ouais. Tu peux-tu nous donner un exemple de cet effet-là? Moi, je ne connais pas ça. OK. Ben, en fait, ce qu'on a noté, c'est que quand on passe du in vitro, là, durant nos expériences, vers le in vivo, qui est souvent fait chez des animaux, on est correct, là, tout fonctionne super bien. Mais quand on transpose ça chez l'humain, tout semble comme pas correct. Et on n'a pas les mêmes résultats. Ça, c'est normal, dû à la complexité du corps humain. Donc, nous, on tient en effet, dans notre modèle, le liquide interstitiel cérébral humain dans nos expériences. Donc, on prend nos cellules, on le met dans notre modèle 3D et on va appliquer un flux d'un liquide interstitiel avec le même débit qui est trouvé dans le cerveau humain pour voir un petit peu comment les cellules ils vont se comporter face au piège.
Donc, est-ce que ça répond aux questions? Oui, puis non, dans le fond, je sais juste pas à quoi qui sert ce liquide-là. Dans le fond, il fait le transfert entre les molécules. Désolé. En fait, le liquide interstitiel cérébral, il impacte la migration des cellules, OK? Donc, il y a plusieurs facteurs qui impactent la migration des cellules, mais ce facteur-là, il était souvent négligé. Puis, il s'est avéré dernièrement que ça a un impact majeur sur la migration de cellules de telle façon à ce que on voit que les cellules... Bon, j'ai pu t'en parler par la suite, là, en gros et en large. Pas de problème. Merci beaucoup, William. Je vais répéter les consignes pour les gens en arrière. On va avoir une question par présentation et pas de sous-question. C'est bien compris? Je pense que non. Merci encore, William, pour la présentation. Donc, on va y aller avec une dernière avant la pause. Cette fois-ci, c'est Louis Garneau qui poursuit un stage postdoctoral en télédétection et géomatique appliquée dans lequel il s'intéresse à l'écologie de la restauration minière. Avec sa présentation « Un désert boréal, comment, pourquoi et que faire ?», il tentera de répondre aux questions « Comment transformer une mine de fer en forêt boréale ?» On l'accueille chaleureusement. Faire du multitask avec 3 affaires dans mes mains. Ouais. Bien. On va finir par l'avoir. Donc, bonjour tout le monde. J'ai dans ma main ici un problème substantiel. Vous allez me dire, ça a l'air de quelques poignées de sable gris dans un ça ressemble à quelques poignées de sable gris dans un ziploc. Vous allez me dire, mets ça à la dompe, c'est fini. Mais c'est la quantité qui est le problème. Imaginez-vous, creux dans la forêt boréale, des beaux arbres, des épinettes, des sapins, des belles tourbières. Et puis, dans le milieu bien perdu, un monticule de dunes grises. C'est des déserts dans le milieu de la forêt boréale. Mais c'est quoi ces déserts-là? En fait, c'est des mines, particulièrement des mines de fer. Du fer, on en a besoin, effectivement. Et puis, dans l'extraction du fer, on broie de la roche, on sort de la fraction qui est riche en fer, et on se ramasse avec une grande quantité de sable, essentiellement, qu'on dispose dans des piles comme ça. Ce qui arrive, c'est que selon la législation qui existe au Québec, on est obligé de restaurer les mines lorsque les opérations sont terminées. Une partie de cette opération-là, c'est de remettre de la végétation sur les résidus fins dans les parcs à résidus. Donc, pour vous donner une idée un peu de l'échelle de la patente, ça c'est un tour d'un quart du site du parc à résidus fins. Et puis on peut voir dans le bas quelques pixels orange et blanc qui sont moi-même. Donc, mon site, c'est un site sur la région de la Côte-Nord, le site Lac-Janine. Et puis, c'est un site qui est abandonné d'autour de 40 ans. Donc, vous allez me dire, c'est bien effrayant, il faut faire de quoi. Mais pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu pour ma recherche. Parce qu'on peut supposer qu'en 40 ans, s'il y avait des plantes qui étaient pour pousser à certains endroits, il y aurait déjà poussé. Donc, aux endroits où il n'y a pas de plantes, il existe une contrainte. Et puis donc, on peut utiliser différentes techniques pour essayer de caractériser ces contraintes-là puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler le problème. Donc, ce site-là, c'est un petit site comparé à la plupart des autres mines de fer de la même formation géologique. C'est un site qui fait autour de 2 km de diamètre. Et puis donc, malgré que c'est un petit site, c'est quand même difficile à étudier. C'est à 13 heures de char d'ici. Il n'y a pas de signal cellulaire. Et puis, c'est quand même 2 km de diamètre. Donc, à pied, ça prend un certain temps.
Donc, pour l'étudier, on y pose des senseurs. On pense à des stations météorologiques, des senseurs de température, d'humidité relative qui sont disposés partout sur le site. Et puis, on a désigné 8 zones de 100 par 500 mètres qui représentent quand même bien le site. Et puis, on passe là-dessus avec des drones qui sont munis de caméras, des caméras couleur normale, des caméras multispectrales, des caméras thermiques, ou aussi générer des cartes avec des données pertinentes pour nous permettre de comprendre ce qui se passe sur le site. Vous allez me dire, là, tu as bien du plaisir, tu as des jouets téléguidés sur ton gros carré de sable, tout aux frais des contribuables, c'est parfait. Mais de quoi ça a l'air, ça, concrètement? Vous pouvez voir, ici, il y a effectivement des endroits où il n'y a aucune plante qui pousse. C'est des endroits qui sont balayés par le vent, une accumulation de la fraction foncée, de la fraction dense, et puis très peu poreuse à la surface. Et puis ces endroits-là ne sont absolument pas propices à la colonisation par les plantes. On a aussi des endroits où il y a des plantes isolées avec peu de diversité. On a juste les plantes les plus toughs qui survivent à ces endroits-là. On voit ça en haut à droite. Il y a aussi des endroits, relativement peu de ces endroits-là, où il y a des tapis de mousse, où il y a plus de diversité. Et puis, c'est généralement des endroits qui sont relativement limités dans les zones humides. Et puis, finalement, on a une zone en particulier où il y a des tapis bucoliques de lichen à caribou avec des bleuets particulièrement comestibles et beaucoup de diversité de plantes, notamment des arbres et des arbustes. Donc, c'est vraiment en voie de revenir vers le milieu naturel. Cet endroit-là n'est pas là par hasard. En fond, dans les années 80, il y a des gens qui ont fait un essai de revégétalisation en étendant de la matière fertilisante et des herbes à pâturage. Et puis donc, on voit que ça a vraiment fait une bonne job à très haut coût, par unité de surface, pour ramener ça à un état satisfaisant. De quoi ça a l'air vu des airs? Donc, mes cartes de végétation. Ici, on a un indice de végétation en 4 classes. Et puis, essentiellement, la manière d'interpréter ça, c'est que plus c'est vert sur les photos, avec les 8 zones une à côté de l'autre, plus la végétation est dense et en santé. Donc, on peut voir la région qui a été revégétée dans les années 80 en bas à gauche. Donc, c'est vraiment en voie de redevenir du milieu naturel. Et puis, dans le milieu, on a en haut, on a du milieu naturel, donc qui est très dense, très en santé. Mais le restant est vraiment très éparse, avec très peu de végétation. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on est sur le dessus de la pile, plus on est exposé au vent, plus on est du côté exposé au vent dominant, moins on a de végétation. Et plus on est proche de la végétation naturelle autour du site, plus on a de végétation. C'est pas cool tout ça. Donc le vent est vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Essentiellement, on a déjà des outils pour mitiger les stress dus au vent. On peut utiliser des plantations plus denses en haies ou en bosquets. On peut semer des herbes temporaires qui vont protéger les semis qu'on va avoir plantés. Et on peut utiliser des enrochements, des barrières de roches ou de bois mort pour mitiger le stress du vent. Donc, merci beaucoup. J'aimerais remercier aussi les gens avec qui je vais sur ces terrains-là, parce que c'est très plaisant. On fait les nerds creux dans le fin fond du Québec, on a bien du plaisir. Je veux remercier aussi les organismes subventionnaires et puis à vous aussi pour votre attention ce soir. J'ai-tu le droit? Les compagnies forestières, quand elles quittent leur site d'exploitation, il me semble qu'elles doivent replanter. Pourquoi ça ne semble pas être le cas pour les compagnies minières? Ils sont tenus de restaurer le site. Il y a des argents de garantie qui sont mis avant d'avoir les permis d'exploitation. Dans le passé, ce n'était pas tant le cas. Dans le passé, on pouvait juste faire faillite et s'en aller, comme ils disent. Mais depuis un certain temps, c'est nécessaire de faire une bonne job aussi. Et puis donc, la revégétalisation, c'est un des aspects de ça, mais souvent à cause qu'il y a des problèmes techniques du point de vue d'être capable de revégétaliser certaines zones, les standards sont relativement bas. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour avoir des outils pour pouvoir faire une bonne job et restaurer ça comme il faut. Bon, ben merci, cher public, pour votre attention précieuse. On va maintenant faire une petite pause de 10 minutes. Donc, on vous invite à en profiter pour aller aux toilettes, faire refill de votre verre, aller prendre l'air, parler à vos amis. Et on se retrouve dans exactement 10 minutes, ce qui nous donne 6h10. À bientôt. Alors, je suis un homme de parole. J'avais dit 6h10 et 6h10. En tout cas, quand j'ai regardé pour revenir, il était 6h10. M'excuserez, je dépasse 2 minutes.
Moi, pendant que j'ai regardé, ça a changé à 12. Enfin, bref. Je profite de l'aparté pour mentionner que s'il y a des gens qui veulent s'initier à la vulgarisation scientifique, il y a bien sûr moyen d'assister aux cours de communication scientifique pour le grand public, mais sinon, si vous voulez un format comme BistroBrain, il y a aussi une formation en ligne pour un coût de lancement vraiment accessible de 10 $ seulement, ce vendredi à 15h. Donc, il y a encore moyen de s'inscrire, puis il va y avoir un quiz à la fin, mais après ça, on a aussi une formulaire d'appréciation, puis ça va être l'occasion pour vous, ceux et celles qui voudraient s'inscrire. C'est vraiment l'image des événements de BistroBrain, décontracté, mais sur le plaisir, beaucoup d'interactions. Donc, je lance la bande-annonce au passage. On continue cette belle soirée avec une présentation intitulée « Filet à la bactérienne, algorithme et l'art de l'évasion » qui va être donnée par Alitzel Lopez-Sanchez, étudiante au doctorat en informatique. Celle-ci va nous expliquer comment les algorithmes révèlent les manières de tricher des bactéries. Merci de l'accueillir avec beaucoup de bruit. Bonne présentation. 1, 2, 3, probando. Oui, ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alitzel, je suis mexicaine et ça fait 12 ans que je suis arrivée à Sherbrooke et je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent du Mexique. Le soleil, bien sûr, la météo, mais surtout la bouffe, spécialement les tacos. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est les tacos, les vrais tacos. Donc, au Mexique, on les trouve partout. Moi, pendant mes années de lycée, je les mangeais partout, et spécialement dans des endroits un tout petit peu plus fishy comme ce stand-là. Parce que, ouais, on est étudiants, on est pauvres. Et dans ce type de stand-là, tu peux trouver des tacos, de 5 tacos pour moins d'1 $, avec l'option d'un tout petit peu d'infection bactérienne, avec des bactéries comme la salmonella ou le choléra. Mais pourquoi nous, les pauvres étudiantes comme moi, à cette époque, on continue à manger des tacos dans des endroits comme celui-là? Bon, parce qu'on sait en fait qu'on peut se procurer juste une petite dose de papier toilette et des antibiotiques, n'est-ce pas? Et comme ça, les problèmes, ça serait réglé. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Comme on a vu dans la première présentation, en fait, il y a une étude qui dit qu'une parmi 4 infections bactériennes ne peut pas être traitée avec des antibiotiques comme on le prend maintenant. Et en fait, en 2050, si vous avez fait attention, ce nombre va doubler. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, c'est parce qu'en fait, les bactéries, ils ont trouvé un moyen de filer à l'anglaise et éviter la mort. Tout ça à cause d'un petit message de résistance. En fait, ce que les bactéries ils vont faire, ils vont écrire toutes les instructions nécessaires pour pouvoir produire les molécules qui vont les aider à survivre aux antibiotiques. Tout ça, ils vont le faire à travers un phénomène qui s'appelle le transfert horizontal de gènes. En dessous du microscope, ça ressemble à ça, mais en fait, c'est comme quand on n'a pas étudié pour un examen, donc on écrit toutes les solutions de l'examen et on les passe discrètement à notre camarade de classe qui n'a pas étudié. Donc, c'est une façon trop discrète de passer un message de résistance. Aussi discret comme quand quelqu'un qui est en train de donner une présentation sur la communication scientifique va donner le message de résistance en disant « From the river to the sea, Palestine will be free ». OK, sérieusement, comment est-ce qu'on va étudier tout ça? Moi, je suis informaticienne. Donc, pour moi, une bactérie ne ressemble pas toute à ce qu'on est en train de voir ici. Pour moi, une bactérie, elle ressemble plutôt à ça. Pour les gens qui ne regardent pas, ça c'est un livre. Pour les gens qui ont été nés depuis 1995, ça c'est un livre.
OK? Dans ce livre-là, il va être écrit dans le langage de la vie, l'ADN, où toutes les instructions nécessaires pour la survivance d'un organisme vont être écrites. Donc, ce message de résistance, il va être passé d'une bactérie à une autre. On va faire un petit exercice et je vais vous dire comment est-ce qu'on trouve ce message de résistance. Prenons ce petit exemple. Supposons qu'une bactérie peut ressembler à ça. Ça, c'est un petit poème d'amour écrit pour le poète Mahmoud Darwish. Ils ont demandé « L'aimes-tu à mourir ?» J'ai répondu « Parle d'elle sur ma tombe et regarde comment elle me ramène à la vie. » Si on cache le message de résistance ici, il va nous prendre peut-être 1 minute pour trouver que le message se trouve jusqu'à la fin. Donc, on commence à lire du début à la fin et on est capable de trouver le message de résistance, ce qui ne va pas trop avec le texte. Mais rappelez-vous que je vous ai dit qu'une bactérie ressemble à ça. Donc, c'est un livre de 300 pages. Si on cache le message jusqu'à la fin, ça va nous prendre approximativement 8 heures pour trouver le message qui était juste à la fin. Mais si vous avez pensé à des autres stratégies pour trouver le message, bienvenue dans le club. Ça, c'est précisément ma job. En fait, il y a des autres stratégies qu'on peut faire. Par exemple, on peut diviser le livre par 2 et puis commencer à chercher dans les différentes moitiés. Et ça va nous prendre, en fait, moins de 12 heures pour trouver le message caché. Ce qui rend le défi encore plus intéressant, c'est que ce genre d'étude ne se fait pas qu'avec une seule bactérie, sinon plutôt dans tout un groupe de bactéries. Donc, ce qui est l'équivalent de chercher le message de résistance dans tout un rayon de la bibliothèque. Et maintenant, on sait que si on choisit une mauvaise stratégie, en fait, on est de plus en plus en train de se rapprocher à 2050. Donc, pendant mon doctorat, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver de nouvelles stratégies pour trouver ce message de résistance caché et essayer de comprendre comment filer à la bactérienne. Merci beaucoup. Oui. Donc, la question était comment ça se compare. Bon, maintenant, on sait qu'en 2050, les antibiotiques, ils ne vont pas être efficaces. Oui. Donc, comment ça se compare avec des autres rayons du monde? En fait, l'étude que je suis en train de prendre, c'était une étude faite au Canada, je pense. Donc, je ne sais pas la réponse à cette question, mais ça serait intéressant, surtout en termes d'inclusion, parce que dans la plupart de ces études, les gens qui ont l'accès à cette étude, et là où on fait la moyenne, c'est des gens des pays comme le Canada, l'Union européenne, mais bien sûr l'Amérique, les grands Sud, comme on les connaît, ils n'ont pas l'accès à ces moyens pour faire ce genre d'études. Ça serait intéressant de connaître ça. Merci pour la question. On continue encore une fois. Prochaine présentation s'appelle « Les gardiens de la planète ». La prochaine présentatrice, Stéphanie Menet, explore le mariage de 2 défis majeurs, c'est-à-dire le vieillissement démographique et les changements climatiques. La solution qu'elle nous propose est dans la combinaison de la sagesse des aînés et de l'enthousiasme juvénile. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai dit tellement ça de fois toute seule chez moi, là, ça fait bizarre.
Si je suis là ce soir, c'est pour vous présenter ma future recherche, une recherche passionnante qui relie, ou plutôt qui marie, deux défis de notre société, le vieillissement démographique et les changements climatiques. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre ça aussi agréable que possible. Imaginez-moi un peu comme le Cupidon de la science, celui qui cherche à réunir les deux grands défis de notre époque. Alors d'abord, parlons de nos aînés, des sages aînés, de ces personnes qui ont traversé plusieurs décennies et qui pourraient écrire un guide de survie pour les voyages dans le temps. Plus sérieusement, le vieillissement démographique, c'est quoi? Attention, concentration. Le vieillissement démographique, c'est ça. C'est cette personne jeune qui devient une personne aînée. Le vieillissement démographique, c'est le vieillissement de la population. Et c'est quelque chose d'inévitable. Toi, tu vas vieillir. Toi aussi. Nous allons tous vieillir. C'est quelque chose d'inévitable. Mais le problème, c'est qu'on va être de plus en plus nombreux à être des personnes aînées. Imaginez un peu, en 2020, il y avait 761 millions de personnes aînées sur Terre. Et d'ici 2050, ce nombre va plus que doubler. Et ça pose des questions. Comment va être financé le système des retraites? Qui va prendre soin de nous quand nous serons une personne aînée? Est-ce que le système de santé va résister à ça? Ce sont des questions délicates qui montrent l'intérêt de favoriser le vieillissement en bonne santé. Maintenant, parlons des changements climatiques. Et oui, ça chauffe. C'est un peu comme si la planète nous envoyait des cris de détresse. On assiste à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux, comme des incendies, on en a vu énormément au Québec cet été, ou des inondations. Dernièrement, la France a eu les pieds dans l'eau. Et puis aussi, bien sûr, la fonte des glaces, si bien que même les ours polaires nous disent « Eh les gars, sérieux, vous pourriez pas faire quelque chose là ?» Alors nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait transformer ces deux défis en une force positive pour la société? Eh bien, en les réunissant. Et oui, parce que les aînés, ils ont une expérience de vie qui les rend aussi précieux qu'un manuel d'instruction. Mais on ne ferait pas ça comme n'importe comment, on va les impliquer dans la lutte contre les changements climatiques grâce au programme RISE, un programme qui nous vient des États-Unis, les retraités au service de l'environnement. C'est un programme qui, dans un premier temps, permet, à travers des ateliers de formation, de donner des compétences en leadership aux aînés, mais aussi une véritable expertise sur toutes les questions climatiques. Les cycles de l'eau, l'énergie, la biodiversité, comment s'adapter ou comment atténuer les effets des changements climatiques. Mais ce n'est pas tout, parce que ce programme, en plus de transformer les aînés en véritables super-héros de l'environnement, il va aussi permettre aux aînés de mettre en action tout ce qu'ils ont appris au sein de leur communauté. Ça peut être par exemple des actions comme des nettoyages des cours d'eau, ça peut être ramasser des déchets, ça peut être planter des arbres, mais ça peut être aussi transmettre les connaissances à d'autres personnes au sein de la communauté. Et ces actions-là, elles vont considérablement améliorer l'activité physique et l'activité sociale des aînés. Et ça, l'activité physique et l'activité sociale, ce sont deux facteurs clés pour favoriser le vieillissement en bonne santé. Mais attention, on ne veut pas non plus créer une armée de seniors jardiniers sans scrupules. Non. Nous, on a décidé de pimenter un peu les choses en rajoutant une pincée d'innocence juvénile. Oui, mesdames et messieurs, nous allons mélanger les enfants avec les aînés. Vous savez, ces personnes, ces jeunes qui posent des questions sans filtre et qui croient que chaque jour est une nouvelle aventure. Imaginez un peu la sagesse et l'expérience des aînés mélangées à l'innocence et à l'audace des petits explorateurs de la nature. C'est un peu comme si Batman et Robin se retrouvaient dans un jardin communautaire. Alors pourquoi est-ce qu'on mélangerait les générations? Eh bien, c'est pour lutter contre l'agisme. L'agisme, c'est cette idée que l'âge détermine la valeur d'une personne. Et puis ça peut engendrer des discours pleins de préjugés. Peut-être avez-vous déjà entendu des jeunes dire « de toute façon c'est de leur faute si on en est là, c'est eux qui ont épuisé les ressources de la Terre » ou « ils n'en ont rien à faire parce que de toute façon les aînés ne seront plus là pour voir les conséquences de tout ça ». Eh bien ça c'est de l'agisme et c'est très mauvais pour la santé des aînés. Et le meilleur moyen de lutter contre l'agisme, c'est de mettre en place des interventions qui mélangent les générations. Alors nous voulons montrer qu'en impliquant les aînés et les enfants dans la lutte contre les changements climatiques, on va pouvoir non seulement favoriser le vieillissement en bonne santé, mais en plus montrer que peu importe l'âge qui est inscrit sur la carte d'identité ou sur le passeport, tout le monde a une contribution précieuse à apporter à la planète. Parce que l'âge n'est qu'un nombre et les changements climatiques n'ont pas d'âge. Merci beaucoup et souvenez-vous, si les jeunes connaissent des trucs cool,
N'oubliez pas de parler aux aînés parce qu'eux aussi connaissent des choses cool que vous ne connaissez pas. On me demande si c'est déjà appliqué ou non. Et non, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est vraiment notre futur projet de recherche. Là. Ça devrait commencer normalement en 2024. Voilà. Le prochain présentateur est étudiant au postdoctorat du Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. Il se nomme Norbert Nagy et il s'intéresse à comment peut-on attirer les préposés aux bénéficiaires à l'emploi et aussi à y rester. Merci de l'accueillir avec tout votre cœur. Touche plus à rien. Bonjour. Nous allons attendre. Voilà, enfin, très bonne blague. Est-ce que vous connaissez cette bâtisse? Ouais, c'est le CHU, le Centre hospitalier universitaire de Fleurimont. Et ici en dessous, là nous avons des vieilles personnes, exactement. Une vieille personne qui est également un patient. Et à côté de lui, à ce niveau, nous avons un préposé aux bénéficiaires. Tous interagissent dans cette bâtisse à Fleurimont. Oui, à Fleurimont, ils interagissent et beaucoup se demandent comment moi, je sais ça, moi en tant que chercheur. Je le sais parce que moi, je suis allé. J'ai été formé comme préposé. Je suis une formation de préposé plutôt et j'agis actuellement ou j'exerce actuellement comme préposé aux bénéficiaires. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je voulais mieux comprendre mon sujet de recherche. Pour mieux le comprendre, il fallait sortir des bibliothèques, aller dans ce lieu où agissent, où interagissent préposés et patients pour mieux le comprendre. Mais d'aucuns se demandent, c'est quoi ce petit jouet qu'il a dans la main? Ce jouet-là, c'est une cloche. Et cette cloche, il suffit de l'appuyer et tout de suite, lorsqu'on est en milieu hospitalier, un préposé débarque. Il débarque pour porter assistance soit à un patient ou à un aîné. Mais il se pose un problème, que d'ici peu, nous courons le risque que lorsque nous allons appuyer sur cette cloche, il n'y aura pas de préposé pour nous répondre. Pourquoi il n'y aura pas de préposé? La question, on peut la répondre plus tard. Mais ceci peut être étayé par les propos du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui fait savoir qu'au 30 mars dernier, nous avons eu à peu près 11 000 préposés aux bénéficiaires. Nous avons eu un manque de 11 000 préposés aux bénéficiaires sur un besoin global de 6 200. Et cet écart peut davantage aller encore plus grandissant en 2027 où nous aurions un écart de 15 000 à 20 000 préposés qui manqueront sur le besoin de 62 000. Ceci est d'autant plus alarmant quand on sait que 14 millions d'heures supplémentaires ont été exercées par le personnel de santé et ces 14 millions d'heures supplémentaires sont égales à 7 300 postes en temps plein. À cela s'ajoute également 12 millions d'heures de congés de maladie, ce qui est égal à 6 500 postes en temps plein. Mais pour pallier à ce problème, les autorités publiques ont mis en place diverses activités pour attirer les préposés à exercer
et à venir apporter assistance à tous les patients, y compris même aux personnes âgées. En 2022, par contre, bien que le gouvernement ait multiplié cette stratégie, nous avons eu à peu près 40% de préposés en formation qui ont quitté activement la formation. Pourtant, la formation, elle était assortie d'une bourse de 9 000 $ et la formation ne devait durer que 3 mois. Rassurez-vous, durant la formation, moi également, je n'ai pas eu pas mal d'idées ou pas mal de tentations à abandonner la formation. Mais je suis quand même resté parce qu'il fallait que j'aille au bout de mes efforts. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que les préposés abandonnent autant la formation? Comment ce risque-il grandit? Les préposés abandonnent la formation éventuellement pour une simple raison, qu'ils sont exposés à des problèmes de santé et sécurité au travail. La santé peut être à 3 niveaux. Une santé mentale, la santé physique, ou alors même la santé sociale. Si nous voulons revenir au premier élément, notamment la santé physique, les préposés rencontrent généralement des problèmes de mal de dos. Ceci est dû au déplacement sécuritaire qui, les patients pour la plupart, ils sont de plusieurs ordres, les patients indépendants et autres, et le déplacer crée des mal de dos. Les préposés sont également exposés à des problèmes d'infection parce qu'il est difficile au regard de la surcharge du travail qui fait cours dans les milieux hospitaliers et les centres d'hébergement pour les préposés de respecter les différents principes de prévention des infections. Les préposés ont également comme difficulté des problèmes mentaux liés à leur interaction avec les aînés, également à leur interaction avec les différents collaborateurs, quand on sait que le milieu où l'activité de préposé est exposée à beaucoup d'actes de racisme, y compris la gestion des visiteurs. Lorsqu'on se rend en milieu hospitalier, les visiteurs posent souvent plus de problèmes que les patients eux-mêmes. À tout cela peut donc créer une certaine difficulté pour les préposés. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre recherche, nous voulons comprendre tout d'abord ce qui est fait pour attirer les préposés en emploi et également le maintenir en emploi. À cela peut s'ajouter les différents éléments qui doivent améliorer les conditions de travail des préposés pour enfin optimiser la santé et la sécurité au travail pour les préposés. Beaucoup se demandent pourquoi tu fais ce travail. Oui, moi Norbert, je fais ce travail pour une simple raison. Parce que je voudrais que lorsque moi je serai vieux et que j'appuie sur cette cloche, qu'un préposé soit présent pour me répondre. Encore plus, je voudrais que lorsque chacun de nous se retrouve en situation d'appuyer sur cette cloche, qu'un préposé débarque immédiatement et soit là pour lui porter assistance. Je vous remercie. Oui, merci pour la question déjà. Et la madame demande quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour retenir les préposés en emploi. Déjà, l'étude est en cours et elle n'a pas été menée, mais nous avons pas mal d'idées pour maintenir les préposés en emploi. L'une des idées qui me vient tout de suite comme ça, c'est un système de mentorat qui consistera non simplement pour les préposés en activité actuelle, qui sont pour la plupart vieillissants, que l'on puisse leur permettre d'avoir des jeunes dont ils seront les mentors, de telle sorte que si le jeune aspirant à la formation ou au métier de préposé puisse exercer, le mentor puisse plus tard obtenir des rétributions de l'État, pas bien sûr financières. Ça peut être une décoration, ça peut être un voyage, je ne sais pas trop, qui montrera en fait qu'il a non seulement exercé comme préposé, mais au sorti de cela, il a laissé un jeune qui est là depuis longtemps et qui agit comme préposé. Là, c'est une des solutions parmi tant d'autres qui sont possibles, mais nous allons davantage mettre l'accent sur les éléments de santé et de sécurité au travail qui poussent beaucoup de préposés à décrocher. Merci.
J'espère que cette présentation vous aurait sonné une cloche. Merci, c'est ma blague de la soirée. On va avec une prochaine présentation, la 9e déjà. De plus en plus de plastique se retrouve dans l'environnement. Mais Marc-Antoine Poulain, notre prochain présentateur, croit avoir trouvé la solution. Il nous raconte sa présentation. Il nous raconte ça avec sa présentation. Se débarrasser du plastique, un champion à la fois. Merci de l'accueillir. OK, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée jusqu'à présent. De mon côté, je viens vous parler d'une situation qui m'obsède depuis un bon moment. La photo derrière moi a été prise il y a un petit moment dans la ville de Toronto, comme on peut le voir avec la tour du CN à l'arrière. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, lorsque je la regarde, il y a tout le temps une question qui me revient en tête. Est-ce vraiment viable de continuer à étouffer notre belle planète bleue sous une telle quantité de déchets plastiques de la sorte? Soyons sérieux un peu, là, puis regardons ça. Là. Est-ce logique de croire que nous, les humains, une espèce dite évoluée, n'ayons toujours pas trouvé de solution à cette crise-là en 2023? Puis comprenez-moi bien, c'est pas à cause qu'on manque de données pour avoir une bonne idée du problème. En 2015, c'est plus de 350 millions de tonnes de matières plastiques qui ont été jetées à l'échelle mondiale. Cette quantité-là, ça représente environ 10 fois la masse de toutes les autos que l'on a ici au Canada, multiplié par 10, et ce, année après année. Pire encore, cette quantité-là va doubler d'ici 2035 et quadrupler d'ici 2050. Au Canada, on pourrait croire que notre situation est mieux parce qu'on est un pays vert, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ici, de tous les plastiques que l'on jette, il y en a seulement 9% qui sont recyclés, alors que le reste sont soit enfouis, incinérés, ou se retrouvent à l'environnement, comme on peut le voir derrière moi. De plus, près de 50% de nos plastiques que l'on jette ont une durée de vie de moins de 1 an. Le problème avec ce dernier point-là, c'est lorsqu'un plastique se retrouve à l'environnement, il va souvent avoir tendance à se briser et il manque de main. Souvent se dégrader en ce qu'on va qualifier de microplastiques qui vont essentiellement polluer les végétaux, les animaux et les humains au final, qui vont finir par ingérer des aliments contaminés. Et c'est ce qu'on appelle la crise des microplastiques. Non, ça je regarde. La beauté avec ce défi-là, c'est que la nature nous a déjà donné des pistes de solutions pour répondre à ce problème-là. Et elle se retrouve directement sur l'image, sous nos pieds, soit là et là, directement sous nos pieds. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Eh bien oui, on parle de champignons, un micro-organisme que vous connaissez tous, mais dont vous sous-estimez le potentiel. De mon côté, j'utilise les champignons pour faire ce qu'on appelle des mycomatériaux. Donc, les mycomatériaux, myco comme mycologie, comme science des champignons. Donc, des mycomatériaux, essentiellement, on parle de fibres organiques qui sont liées entre elles par le mycélium d'un champignon dans un but de faire un composite biodégradable ayant environ des propriétés similaires au styrofoam. Donc, segmentons un peu la belle phrase que je viens de dire. Le mycélium d'un champignon, c'est un peu ce qu'on peut qualifier de ses racines, ce qui lui permet de faire son rôle écologique de décomposeur dans la nature. Donc, on utilise ces racines-là pour lier comme agent liant pour justement pogner ensemble toutes les fibres et en faire des matériaux. Au niveau des fibres organiques, c'est vraiment le chanvre qui est utilisé à l'heure actuelle dans les produits commerciaux. Par contre, il faut savoir que c'est souvent le site de production qui va être le paramètre clé, si on veut, dans le choix du substrat, puisqu'on va prioriser des fibres issues d'économies circulaires locales. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se présente mon projet. Mon projet, moi, c'est de faire des micromatériaux dans un contexte dit canadien, donc avec des matières qu'on a beaucoup ici, c'est-à-dire de la paille de soya et des tiges de cannabis. Et oui, on le sait, le cannabis a été légalisé au Canada et on est unique à cet égard-là dans le monde. Donc, ça nous donne une belle particularité et des beaux sujets de recherche. Donc, mon but, c'est de faire des micromatériaux avec ces fibres-là et de comparer leurs propriétés avec ceux du chanvre qui agissent un peu comme la référence. Mais là,
la question qui vient toujours lorsque je parle de mes mycomatériaux puis que je parle de champignons, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Marc-Antoine, les mycomatériaux? Eh bien, pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler que le principal avantage comparatif des mycomatériaux, c'est vraiment au niveau de la biodégradabilité. Les mycomatériaux, on les prend, on les fabrique, on les utilise dans une application quelconque, et à la fin de tout ça, on les jette dans notre jardin et on n'en parle plus jamais, puisqu'ils vont se dégrader et retourner au sol sans laisser aucune trace. Donc, sachant ça, c'est vraiment au niveau de l'emballage que les mycomatériaux ont un potentiel intéressant. En fait, il faut savoir qu'au Canada, comme un peu partout dans le monde, c'est près de 50% de nos matières plastiques que l'on jette qui sont issues de l'emballage. Donc, sachant ça, il est possible pour les mycomatériaux d'aller chercher des gains économiques et environnementaux très intéressants. Depuis, il y a tout l'aspect des objets de décoration et de mode un peu accessoires de maison, qui, on sait, sont souvent variables selon l'industrie de la mode, qui, elle aussi, a des standards qui varient assez souvent. Donc, on a tout avantage d'avoir des matériaux faibles empreintes carbone pour les faire. Et finalement, pour les écolos comme moi qui se posaient la question, eh bien oui, vous pourrez être enterré dans des cercueils faits à partir de champignons afin d'être vert jusqu'à la fin de vos jours. Donc, merci beaucoup. Oui, vas-y. Donc, la question touche au niveau des emballages. Si on utilise des encres pour le niveau marketing, publicité, est-ce que ça a un impact? Eh bien, il faut savoir que c'est sûr que les personnes qui vont utiliser les mycomatériaux, souvent, c'est pour remplacer le styrofoam à l'intérieur des boîtes. Tu sais, lorsqu'on commande un produit en ligne, on ouvre la boîte, il y a une quantité de styrofoam, puis on jette ça partout à terre. Mais, eh bien, le styrofoam est blanc et on s'en fout un peu qu'il soit blanc. Ça serait un peu dans cette optique-là qu'on prendrait des mycomatériaux. Ça va se dégrader, là. Je suis quand même content parce que on se rapproche. On rentre dans la section de la soirée où que les gens qui ont formé les personnes à présenter vont maintenant présenter. Donc, on peut s'attendre à ce que la barre soit vraiment haute, qu'ils montre vraiment l'exemple, qu'il ne soit vraiment rien de moins que parfait. Donc, sans plus attendre, je vais présenter la première de ces deux personnes qui, en plus d'être professeur adjoint au département de génie mécanique et BDiste à ses temps perdus, il est aussi enseignant du cours avec l'événement a lieu ce soir. Il s'appelle Olivier Robin et aujourd'hui, il va nous parler de quelle façon on peut réduire le bruit des bateaux avec des clarinettes et l'ingénierie. Merci de l'accueillir. C'est la grosse pression. Peux-tu me faire signe 2 minutes avant la fin, s'il te plaît? Parce que je parle trop, moi. Je veux dire, j'ai la grosse pression parce que, en tant qu'enseignant, déjà, je m'incline très, très, très respectueusement devant la qualité de ce qu'on vous a montré ce soir-là. Je mesure la progression des gens et je suis... C'est rare de dire de pouvoir être fier, mais sincèrement, vous imaginez pas le travail que les gens qui ont présenté ce soir ont fait. Donc chapeau, bravo. Alors, moi là, c'est... Donc je me force dans un exercice où je n'ai rien préparé, j'ai que des accessoires, donc je vais essayer de tenir en 5 minutes. Top. Êtes-vous venu en auto aujourd'hui? Avez-vous une auto autour de vous? Levez la main, s'il vous plaît. Quand vous êtes à côté d'une auto, mettons vous êtes dans la rue, et puis il y a des autos qui circulent dans la Wellington, est-ce que ça vous pose problème pour communiquer? Est-ce que vous êtes gêné par le bruit des automobiles en général? Ouais, je crois que oui. Bon, il y a une problème. Alors, ça fait des années qu'en acoustique, on travaille sur la réduction du bruit des avions, ça fait des années qu'on travaille sur la réduction du bruit des automobiles, des trains, mais il y a un endroit, une zone, une méthode de transport qu'on a très peu adressée là-dedans, c'est le transport par bateau. Alors, le Saint-Laurent, c'est grand,
et je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des biens de marchandises qu'on a ici en Amérique du Nord arrivent par bateau et non pas en avion. Et on a oublié depuis longtemps que quand il y a des bateaux qui circulent sur le Saint-Laurent, certes ils circulent, mais il y a des poissons, il y a des mammifères, il y a une faune marine qui est exposée à ce bruit-là. Et ça la gêne. Donc mon objectif de recherche avant tout, c'est de réduire le bruit des navires. Et un navire, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas comme quand vous êtes dans une auto. Quand vous êtes dans une auto, vous accélérez, vous chauffez. Un bateau, ça ne marche pas comme ça. Le capitaine ou la capitaine n'est pas en train de dire « Ok, go, 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 dépasse, passe par la gauche ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un bateau, les moteurs d'un bateau, ça fonctionne toujours à la même vitesse, au même régime. Ça fait un... C'est toujours la même fréquence. Et il y a un problème, c'est que ces fréquences sont relativement basses. Et je vais me servir d'une fréquence de 190 Hz pour expliquer c'est quoi mon problème. 190 Hz, c'est ça. Vous l'avez entendu ? 190 Hz, ça veut dire 190 oscillations par seconde. Mais en termes de propagation, il y a une chose qu'on oublie souvent en acoustique, c'est qu'il y a une fréquence, mais il y a une longueur d'onde. Et la longueur d'onde de cette fréquence à 190 Hz, c'est à peu près 1,80 m. Alors c'est un tout petit peu plus que moi, c'est 5 pieds 11, c'est 1,80 m. Ça va ? Vous vous situez à peu près ? Donc cette longueur d'onde à 190 Hz, elle fait à peu près ma hauteur, plus 100. Ok ? Et classiquement, en acoustique, si je veux absorber ça avec de la rockwool, mettons, j'irai à Renault Dépôt, j'achèterai de la laine de roche, de la laine de verre. Si je veux absorber cette fréquence qui fait ma hauteur, en fait, il me faudrait ça comme longueur, un quart de la longueur d'onde. Ça va pour tout le monde ? Fait que si je dis à tous les capitaines de navires, c'est pas compliqué pour absorber le 190 Hz, on va mettre ça d'épaisseur de laine de roche partout dans ton navire, puis le problème est réglé. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? A priori, non. Non, c'est ça le souci. Et plutôt que d'utiliser juste une épaisseur de matériau bien standard, on va utiliser ça qui est un résonateur. Si je fais ça, c'est comme une clarinette. Une clarinette, quand vous soufflez dans une clarinette, merci, il y a un embout avec une hanche qui est quasiment toujours fermée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fermé et ouvert de l'autre bord. Et ça fait cette note-là. Et si vous jouez de la flûte traversière, c'est ouvert de deux bords et ça fait... C'est une octave. Donc la différence entre une clarinette et une flûte traversière, c'est simplement que dans un cas, le tube est ouvert-fermé, dans l'autre cas, le tube est ouvert-ouvert. Mais ce qui est chouette avec ces tubes ouverts-fermés, c'est que si je les approche d'une source à 190 Hz, là, je leur fournis de l'énergie. Mais si je les approche d'une source à cette fréquence, ils vont absorber l'énergie. Alors là, je m'approche d'une solution du problème, mais qui n'est toujours pas la bonne. Je peux dire au capitaine du navire, regarde, c'est super, tu vas mettre des tubes de cette longueur-là partout dans ton navire, et ça va absorber la fréquence de 190 Hz. Pensez-vous que ce soit faisable ? Non, c'est ça le problème. Tout mon travail en termes d'ingénierie et de fournir des solutions pragmatiques pour le trafic maritime qui est colossal, c'est de transformer ça en quelque chose de plus compact, de plus simple. Eh bien, moi, je combine mes connaissances en acoustique qui vont de l'acoustique musicale à comprendre c'est quoi un instrument de musique, à combiner ça avec de l'impression 3D, regarder un rouleau de réglisse et me dire, tiens, est-ce que je pourrais enrouler le tube que je tiens dans ma main à gauche en ceci, qui fait exactement la même fréquence, qui ressemble à une petite poque de hockey et qui, ma foi, normalement, est relativement bien installable à peu près dans tous les navires. Donc c'est ça que j'essaye de faire. Je transforme une clarinette en une poque de hockey. Voilà. J'aurais pu aussi utiliser un téléphone ou une tin whistle, mais c'était correct comme ça. Génial. Oui. C'est une excellente question. La question qu'on me pose, c'est est-ce que j'ai parlé du moteur, mais je n'ai pas parlé de l'hélice. Alors, effectivement, un navire est propulsé par une hélice. Excellent point que je n'ai pas précisé. Quand un navire est à basse vitesse, c'est le bruit qui est lié à la machinerie qui est prédominant par rapport à le bruit de l'hélice.
Donc en fait, moi j'ai choisi d'axer ma recherche sur cette machinerie parce qu'elle a cette particularité par rapport à tous nos véhicules où on a des moteurs qui varient beaucoup en termes de régime, en termes de fréquence. Étonnamment, dans les navires, tous les moteurs fonctionnent à régime fixe et on va mettre ensuite des transmissions, des gearbox pour changer les rapports de transmission vers l'hélice. Donc ma recherche est viable tant que le navire ne va pas trop vite. Voilà, j'espère que ça répond à la question, mais dès qu'ils sont dans des ports ou autres, ça... Et puis, une chose qu'on oublie peut-être de dire, vous ne voyez pas d'extension qui suit les navires. Quand il y a besoin d'électricité dans un navire, ça prend des génératrices. Et elles run 24, 24, 7, 7. Et ça peut servir aussi à réduire le bruit de ces génératrices. Le fun continue, mais pas pour longtemps encore. Dernière présentation. Pourquoi, Alexis? Donc, dernière présentation se nomme « Du plaisir avant tout » et va se pencher sur le rôle du plaisir dans nos motivations. Elle sera donnée par une pionnière, ni plus ni moins, de la vulgarisation scientifique au Québec, Sophie Malavoie, notamment fondatrice du Cœur des sciences à Montréal. Pour les intéressés, elle a aussi écrit un guide pratique de vulgarisation scientifique qui est accessible par commande sur le site de l'ACFAS, Amazon et ainsi de suite. On a aussi une copie, je pense, chez moi. Je l'ai oublié. Donc, là-dessus, merci beaucoup. On accueille notre dernière présentatrice, Sophie Malavoie. Merci, la pression est élevée. Merci, Alexis. Bon, moi, je ne fais pas de recherche. Ma spécialité, c'est vraiment la vulgarisation scientifique. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est présenter des travaux d'un autre chercheur sur un thème qui s'impose, en fait. Moi, ce que je constate quand je vous ai tous écoutés, et je salue aussi les progrès que vous avez faits, je vous ai vu évoluer du premier cours jusqu'à ce soir. Il y a eu 5 séances et c'est phénoménal. Vous avez évolué. Et ce que je retiens, c'est que vous avez même réussi à avoir du plaisir à présenter, enfin, je pense. Et on a tous eu du plaisir à vous écouter. Je vois les applaudissements. Donc, c'est sur le plaisir que j'ai décidé de vous parler. Et parce que le plaisir, finalement, ça a l'air de rien. Mais d'abord, je ne vais pas vous parler du plaisir et du sexe. Ça, j'imagine que vous savez tout là-dessus. Mais de ce qu'on appelle le plaisir au travail. Et ça a l'air de rien, mais le plaisir au travail, c'est très étudié. Et je vais vous parler des travaux d'un chercheur qui a publié énormément là-dessus, qui s'appelle Jacques Forêt. Il est psychologue et il enseigne au département organisation et ressources humaines à l'UQAM. Finalement, le plaisir au travail, on se réalise que c'est fondamental pour le bien-être et la santé psychologique de tout le monde. Il a même publié des choses sur le bien-être au travail pour les chercheurs. Et vous êtes des chercheurs, justement, qu'est-ce qui va vous rendre heureux ? Il a aussi écrit des trucs plus généraux sur le plaisir au travail, dont un texte que j'aimais beaucoup qui s'appelait « Plaisir au travail, vie avec joie ». Bon, ça fait un peu psychopop tout ça, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Alors, bon, pour Jacques Forêt, il y a une chose, il commence un peu avec la théorie de l'autodétermination, un beau terme technique, mais ce que ça veut dire, c'est une théorie qui regarde nos motivations, ce qui est un peu au cœur du plaisir. Qu'est-ce qui nous motive à faire quelque chose ? Et il retient 4 motivations principales. Les 2 premières sont ce qu'il appelle les motivations intrinsèques, c'est-à-dire qui nous sont propres, qui sont intérieures. Et la première, quelle surprise, c'est le plaisir. C'est le plaisir justement de faire quelque chose, ça va tout seul, on ne voit pas le temps passer, on a du plaisir à faire quelque chose. Et c'est quelque chose auquel on doit penser tout au long de sa vie professionnelle. C'est quelque chose que l'on doit rechercher. Mais on n'a pas que des choses toujours agréables à faire, là c'est sûr, on a des obligations. Donc, il va y avoir une autre motivation qui va venir. On fait une tâche qui n'est pas agréable, mais par contre, c'est une tâche qui a du sens pour nous. On a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Donc ça, c'est la deuxième motivation qui est le sens. Moi, je vous ai entendu, il y a des gens qui sont dans l'environnement, je suis sûre que ça les préoccupe. Quelqu'un qui travaille avec des préposés aux bénéficiaires, ça le préoccupe. Dans tous les domaines, même la catalyse chimique, tous les domaines, les mines, ça a du sens pour vous. Et d'ailleurs, la vulgarisation, une des choses qu'elle apporte, c'est de permettre d'expliquer aux gens, permettre de retrouver le sens de ce que l'on fait. Et pour Jacques Forêt, ces 2 motivations, elles sont de qualité. Ces 2 premières motivations, parce qu'elles permettent de rencontrer 3 besoins innés
et universelle de tous les humains, parce que ça a été étudié, ça, les besoins, qui sont l'autonomie, c'est-à-dire d'avoir de la liberté de manœuvre, d'action, la compétence de se sentir efficace, et aussi l'affiliation sociale, l'appartenance sociale, qui vont avec nos valeurs. Et le plaisir et le sens répondent à ces besoins innés. Il y a 2 autres motivations que l'on va aller chercher quand on frustre ces 2 premières motivations, quand on frustre ces besoins-là, qui sont la première, donc c'est quelque chose qui va être lié à l'ego. Donc on va faire quelque chose, finalement, pour prouver qu'on est meilleur, et ça va nous amener aussi à faire des choses pour éviter de se planter, tout simplement, d'avoir l'air fou. Donc c'est des choses qui... L'autre motivation aussi qui est extrinsèque, donc qui n'est pas liée à des choses intérieures, c'est par exemple l'argent. Donc, ou les pressions d'un patron, ou les pressions pour les chercheurs. Justement, on parle toujours de cette pression de publier à tout prix, publier dans des revues prestigieuses. C'est une pression de l'extérieur. Est-ce que ça rend heureux? Il y a plein de biais. Et ce que Jacques Forest a étudié, ce qui est assez fascinant, il a fait une étude en 7 langues, 4 continents, 9 pays. Il s'est dit, parmi ces motivations, lesquelles ont les conséquences les plus positives. Parce que son idée de départ, c'est pas... Quand on regarde ses motivations, on se dit, OK, un tel, il est à l'argent, OK, on va lui donner un gros salaire, ça va marcher. Un tel, il a un ego qui ne passe pas dans une porte patio, OK, on va flatter son ego. En fait, il a réalisé que ces 4 motivations n'ont pas les mêmes impacts. Il n'y a pas de surprise. Ce qu'il a vu dans toute son étude, où il y avait quand même énormément de cas, c'est que les 2 premières motivations, celle du plaisir et celle du sens, quand on fait quelque chose qui a un sens pour nous, qui contribue à nos valeurs, ont plus de conséquences positives, amènent plus de bien-être et de santé psychologique et physique par conséquent. Par contre, les 2 autres motivations, l'argent ou l'ego, ça peut avoir des effets un peu pervers. Oui, ça peut des fois avoir des conséquences positives, mais plus souvent qu'autrement, ça a des conséquences négatives. Par exemple, il peut se poser comme problème, si vous êtes à l'argent, bon, vous allez avoir un très gros salaire, mais vous allez tout d'un coup vous enfermer dans une cage dorée. Ben, je ne peux pas quitter ma job et je suis bientôt payé. Voyons, si je ne peux pas quitter ça, je n'aurai jamais l'équivalent pour autre chose qui me plairait plus. Donc, ou pour le chercheur, par exemple, quand on associe sa valeur au nombre de publications, ça peut amener des frustrations, des détresses, ça peut amener plein de problèmes psychologiques. Parce qu'un chercheur se résume pas à un nombre de publications. Donc, c'est les 2 valeurs, les 2 motivations, ego et argent, qui sont un peu des pièges. Mais Jacques Forest, il va plus loin. Et ce que je trouve intéressant, et ça va un peu à ce que vous avez fait ce soir, c'est qu'il va parler aussi de la notion du plaisir qu'ils appellent le flow. Le flow, bon, c'est une notion, ça fait 40 ans que c'est sorti comme notion, c'est lié quand... Le plaisir, c'est quand ça coule tout seul, toute l'idée de flow. Et ce que les gens ont remarqué, c'est que pour avoir du plaisir à faire quelque chose, et c'est exactement ce que vous avez fait, il faut qu'il y ait une tâche à faire qui soit un peu au-dessus de nos capacités, mais pas trop. Si c'est en dessous, on n'aura pas de plaisir, on va s'ennuyer. Si c'est trop élevé, ben, on va échouer et on va avoir de la frustration. Mais si juste un petit peu, on est dans le flow. C'est une zone où on se dépasse, où on va pousser ses limites. Et c'est ça l'idée, que le plaisir que je retiens le plus de Jacques Forest, c'est que le plaisir, il ne vient pas tout seul. Le plaisir demande un effort. Et moi, j'ai vu l'effort que vous avez fait entre la première et la 5e présentation, c'était le jour et la nuit. Vous avez fait un effort et vous avez atteint ce plaisir. Donc vous êtes, dans ce qu'appelait Jacques Forest, le flow. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que le plaisir, il serait contagieux. Ce genre de plaisir-là. Donc, je terminerai juste par une phrase de Confucius qui, si je ne me trompe pas, c'est que la phrase de Confucius, la personne qui prend plaisir à travailler ne travaillera plus jamais. Je ne sais pas s'il y aurait des questions sur le plaisir. Bon, je ne suis pas Jacques Forest, pour commencer, mais est-ce que la recherche a été faite pour les gens par rapport à leur emploi ou leur hobby ? Je pense que la recherche a été faite par rapport à leur emploi. Mais justement, ce que je crois, et ce qu'essaye de démontrer Jacques Forest, et je ne suis pas Jacques Forest, donc faire attention, c'est que justement, quand
l'emploi pose des défis, qu'on est dans le flow, ce qui s'appelle, et qu'on est dans le plaisir, ça a du sens pour nous. Ça devient presque comme un hobby. On n'a plus l'impression de travailler. Ça devient un engagement. Et que le travail qui devient un engagement, qui devient une source de dépassement, mais avec un retour, et qui nous procure du plaisir et qui donne du sens à notre vie, c'est les deux bonnes motivations. L'ego et l'argent. Il a fait plein de choses pour montrer d'ailleurs que l'argent, même dans les équipes de hockey, il a étudié ça, de donner les gros salaires, c'est pervers. Parce que ça crée de la frustration chez les autres joueurs. Donc ça crée plein de problèmes de cohésion d'équipe. Donc il y a plein de choses là-dessus. Je crois que la présentation faisait quand même un pas pire écho à notre philosophie à Bistro Brain. Hein. On dit toujours 3 choses aux gens quand on veut donner un peu le portrait général. C'est quoi une présentation de Bistro Brain? On commence en disant c'est pas une présentation de congrès, pour que les gens désapprennent un peu ce qu'ils savent déjà de c'est quoi une présentation scientifique. Deuxièmement, on n'a pas le temps de tout dire. Habituellement 12 minutes, encore plus ici avec 5 minutes. Et en dernier lieu, ce qui est le plus important, c'est non seulement que les gens qui vous écoutent, assistent à la présentation, aient du plaisir, mais vous aussi, quand vous la donnez, que vous ayez du plaisir. On n'est pas ici pour se faire évaluer. Mais je voudrais quand même savoir, par applaudissement, si vous faites passer nos enseignants, Olivier et Sophie, est-ce que vous croyez que ça valait la note de passage par applaudissement? Bon, ben félicitations. C'est combien de crédits, le cours? Donc, c'était la dernière présentation. Je vais donc faire un petit mot de remerciement avant d'afficher le quiz. Puis après ça, ben, vous aurez un petit temps pour y répondre. Donc, tout d'abord, merci à vous, cher public. Un applaudissement, s'il vous plaît. Vous avez été vraiment courtois, attentifs et attentifs. Chacun de nos présentateurs et présentatrices, il y en avait un total de 11, donc un très gros merci d'avoir contribué au succès de la soirée. On remercie également l'équipe de bénévoles de Bistro Brain, donc commençant par la captation vidéo avec Loïc Desmoulins et Patricia Boudrin-Lauzon. À l'accueil, on avait Gaëlle et Anna-Ève qui vous ont fait des beaux sourires, vous accueillir convenablement. Et on avait aussi Laurie qui était en chill mode, comme on l'appelle. On remercie également Charlotte à la technique. Et l'équipe de service ce soir était composée de Léandre, Sarah et Renaud Bosboy. On remercie encore une dernière fois les commanditaires, on vous regarde en ce moment. AGEG, Remdus, FIRST, SAREUS, vice-rectorat de la recherche aux études supérieures et pour les prix de quiz qui s'en viennent, la librairie Appalaches et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Et une dernière main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour notre collaborateur de la soirée, le Centre Compétences Recherche Plus.